Place au parti pris route. François, vous restez autour de la table. Abnous Chelmani nous rejoint pour son parti pris international. Bonsoir Abnous, c'est vous qui commencez route, votre parti pris politique, Gaza. Et si on revenait aussi au calme en France, c'est-à-dire oui. Le pogrom du 7 octobre et la guerre de Gaza qui a suivi ont bouleversé la politique française. Et ce soir, je voudrais dire que puisque les armes se sont tues et vont se taire, en tout cas c'est ce qu'on espère tous, au Proche-Orient, il faut que la guerre des mots se taise, s'arrête aussi chez nous, en France. Il faut que les passions s'apaisent aussi en France. Alors, de quoi parlez-vous ? Voilà. Bon, je voudrais qu'on se souvienne, il y a 2 ans, le 7 octobre a provoqué une onde de choc et beaucoup d'émotions. Et déjà, LFI avait beaucoup choqué en refusant de reconnaître qu'il s'agissait de terrorisme. Là, on devait écouter Daniel Obono de façon très rapide. C'est un mouvement de résistance qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Et oui. Voilà, mouvement de résistance, ça avait fait évidemment beaucoup de bruit. Pour la première fois, la gauche justifiait de façon quasi explicite une action menée par des islamistes. Sur l'autre extrémité de l'échiquier, l'autre événement qui a bousculé l'histoire politique française, c'est le Rassemblement national, héritier du Front national, de Jean-Marie Le Pen, qui rompt avec un de ses fondamentaux et participe à la manifestation contre l'antisémitisme. Et l'un répond à l'autre en quelque sorte. La polarisation s'opère aussi sur ce sujet-là et elle accentue la polarisation de la vie politique française. Dans le même temps, alors que la guerre s'intensifie à Gaza, les slogans de la rivière à la mer envahissent les amphis, les étudiants de gauche, comme dans de nombreux pays du monde, se solidarisent pas seulement avec la cause palestinienne, mais aussi de fait avec le Hamas. Le mot génocide vient déchirer la gauche. Rappelez-vous cette image de Raphaël Glucksmann, poursuivi dans les rues lorsqu'il fait sa campagne pour les européennes, alors même qu'il condamne sans ambiguïté la guerre de Gaza. Et puis, tandis que la cause des otages disparaît de la scène publique, la cause de Gaza devient un marqueur central dans la campagne des législatives de 2024. Et Jean-Luc Mélenchon n'hésite pas à l'instrumentaliser avec un cynisme sans borne lorsqu'il s'affiche avec Rima Hassan au lendemain du premier tour des législatives. Il donne une conférence de presse et Rima Hassan est assise à côté de lui alors qu'on est dans les législatives françaises. Et puis dans cette situation complexe, eh bien le président Macron fait du en même temps, et nombreux sont ceux qui ont eu du mal à suivre ces raisonnements tortueux. Proposition de coalition internationale, reconnaissance d'un État palestinien à la tribune de l'ONU. En revanche, sur la libération des otages, son soutien aux familles aura été exemplaire. Mais aujourd'hui, alors que le président américain obtient non seulement le retour des otages israéliens, mais aussi une promesse de paix, est-ce qu'en France, on va enfin retrouver un peu de rationalité ? Dans un premier temps, imaginez-vous qu'on a vu les responsables LFI se taire, ou parfois même condamner l'accord avant de réaliser qu'il était soutenu par l'ensemble des pays arabes de la région et par l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. C'est Sophia Aram dans un éditorial au Point qui fait un titre excellent. Le Hamas accepte le compromis, pas LFI. Marine Tondelier, avant-hier, il y a quelques jours, montrait une grande inculture ou une grande insensibilité en dénonçant, je cite, la déportation des militants de la flottille. Et Jean-Luc Mélenchon, alors ce matin, a voulu faire un petit effort. Écoutez-le. Mon premier mot sera pour m'associer au bonheur que ressentent les familles qui vont retrouver ou les prisonniers ou les otages. Il commence par les prisonniers, beaucoup ont remarqué cela. Prisonniers, comme l'a expliqué Bruno Tertrais, dont certains sont des civils qui ont été enlevés après le 7 octobre palestiniens, qui n'ont peut-être pas grand-chose à se reprocher, mais d'autres qui sont des terroristes patentés. Bon, alors que les otages étaient des civils, on le sait très bien. Donc je vous dis, retrouvons nos repères. Que la gauche soutienne un État palestinien, la solution à 2 États, mais qu'elle le fasse avec pondération, avec respect de tous. Que le calme et le dialogue apaisé reviennent sur ce sujet, dans toutes les universités, dans les lieux de savoir, qui ne viennent plus interférer dans les spectacles, dans les concerts, dans les événements sportifs. Que les boycotts et les fatwas de toutes sortes cessent enfin. Que les Français juifs n'aient plus peur, au passage, mais aussi que le dialogue se rouvre de façon apaisée entre tous les Français et avec les Français musulmans. On serait, dans ces cas-là, une forme d'exemple qu'on donnerait au monde en France. Alors, si les forces politiques qui soutiennent vraiment les Palestiniens veulent sincèrement leur
survie, leur paix et leur développement, y compris l'arrivée d'un État, eh bien, qu'elle donne une chance à ce plan et qu'elle démontre que c'est pas seulement la destruction de l'État d'Israël ou pire, la haine antisémite qui agite leurs décisions. Qu'elle cesse de jouer les pyromanes, de monter les uns contre les autres. Bon, c'est difficile, vous allez me dire, après en avoir fait un sujet central. J'en ai qui m'ont dit, mais ils vont perdre leur fonds de commerce. Non. Alors, je peux apparaître naïve, et je vous dis ce soir, donnons l'exemple en France. La communauté française musulmane la plus importante d'Europe, la communauté juive française la plus importante d'Europe. Une société française déjà fracturée, la paix ou une ébauche de paix au Proche-Orient. À notre tour, revenons au calme et au dialogue apaisé. Abnous ? Ah non, mais c'est si juste, j'ai rien à retirer, mais c'est vrai que en France, plus qu'ailleurs, nos politiques, et en l'occurrence c'est les filles, c'est très mal tenu. Et je veux dire, cette sorte de chasse à tous ceux comme si... Or, et les filles, vous étiez pas pour la paix, vous étiez pour la destruction des Palestiniens, que vous étiez incapable de défendre la solution à 2 États. Moi, je suis totalement pour la solution à 2 États, mais je ne peux pas accepter le terme de génocide. Et on peut en discuter d'une manière très calme et rationnelle, sans tomber dans l'invective et sans dire si vous n'utilisez pas le terme génocide, vous êtes pour la destruction de tous les Palestiniens. Ce qui est, quand on le dit comme ça, on se rend compte de l'absurdité de ce genre de propos. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon, même ce matin, effectivement, il a dit prisonnier avantage, mais toute l'interview... il a caché sa joie. Il était sur... Vous savez, il sait exactement jouer avec cette ligne. C'est qu'il est sur une ligne d'équilibre où très difficilement attaquable juridiquement, mais où il glisse quand même des insinuations que n'entendent que son camp et qui sont pour la Palestine from the river to the sea, c'est-à-dire la destruction d'Israël. Et ça, c'est les gens radicalisés qui l'entendent très bien. Et c'est ça qui est dangereux. Vous parliez de Marine Tondelier. On peut peut-être écouter cet exemple où on peut se demander si c'est une question, de maladresse ou si c'est une question intentionnelle. Écoutons Marine Tondelier et la façon aussi dont elle est reprise par Bruce Toussaint, qui a extrêmement... C'était sur TF1, il y a quelques jours. Bien sûr. Il se trouve qu'elle est aujourd'hui en prison, elle sera déportée d'ici 72 heures. C'est le terme juridique, déportation. Arrêtez. Vous savez très bien ce que signifie la déportation. C'est une mesure juridique. Je suis désolée d'employer le terme qui est utilisé par les autorités elles-mêmes. Je n'en ai pas d'autre pour qualifier juridiquement. Ce terme déportation. Non, en fait, il y a un autre terme, c'est expulsion, puisqu'elle utilise volontairement, exactement comme veut le faire Mélenchon, le terme déportation, qui est le terme anglais qui dit expulsion. Donc elle se cache derrière une naïveté en disant non, en fait, je l'ai lu qu'en anglais. Je suppose que c'est ça. Pourquoi, d'après vous ? Pourquoi ? Pareil, c'est le Ghost Whistler, vous savez, c'est la manière de lancer des signaux à vos franges les plus radicalisées, en leur disant voilà, je suis dans votre camp. Et comme on est dans une période tendue, je pense qu'elle fait ça. Il y a une forme de langage codé et de point de repère collectif de tout un groupe, des moyens de se reconnaître entre soi. C'est devenu une cause avec des mots qui sont codés. Et donc, en fait, elle l'a utilisé. Après, elle s'est reprise, bien après, pas sur le moment, comme vous l'avez vu. Elle a fait un tweet hier pour dire « Je crois que j'ai été mal comprise, mais j'ai... » Non, c'est pas vrai. Bruce Toussaint fait très bien son travail et elle le reprend. Donc, non, il y a l'idée de comparer complètement ce qui s'est passé à Gaza au génocide et à la Shoah. C'est délibéré, clair et net. Et dans ce qui peut se passer maintenant, on peut peut-être commencer à la fois aider à la reconstruction de Gaza, et c'est fondamental, à aider les Palestiniens à revivre mieux après une guerre terrible, mais aussi à regarder la vérité des faits et éventuellement, je l'espère, ne pas parler de génocide. Oui, François. Non, tout ce qui vient d'être dit, je suis en accord profond, mais il y a une chose supplémentaire qui me frappe, c'est l'incroyable écho de ce conflit dans le monde entier, dans la jeunesse en particulier. Bien sûr. Et quand on regarde, alors bien sûr, il y a un certain nombre de tabous qui ont sauté parce que le temps a passé, notamment sur la déportation. Un mot comme celui-là, il y a 20 ou 30 ans, aurait fait hurler toute la classe politique. Aujourd'hui, il y a un journaliste professionnel qu'il reprend, on en parle sur un plateau qui suit ces questions-là, mais au fond, c'est un écho assez modeste. Donc le temps a passé, de ce point de vue, c'est regrettable au fond que la charge de ces mots ne soit plus aussi forte. Mais au-delà de ça, je crois que ce conflit a été aussi emblématique des conflits Nord-Sud.
et d'un certain côté une espèce de réédition de la colonisation. Et je pense que malheureusement, malgré le 7 octobre, Israël a raté ça. C'est-à-dire qu'elle a d'un certain côté perdu la bataille de la communication. Et c'est tragique, parce que du coup, le 7 octobre devient, au fond, on en est à considérer le nombre de morts. D'un côté, il y en a 1200, de l'autre, il y en a 60 000. Peut-être, d'ailleurs, on ne sait pas exactement le compte. Donc, vous voyez bien qui sont les méchants. Et c'est-à-dire qu'on a perdu, du coup, l'appréciation fondamentale, la nature particulière de ce crime du 7 octobre. Et ça me sidère, ça, moi, qui suis un enfant de l'après-guerre, si vous voulez, et qui, de ce point de vue, ait vécu une époque où les mots, les symboles qui touchaient au nazisme étaient extrêmement chargés. Et je n'imaginais pas que ça aurait pu se décontaminer au point que certains esprits jeunes, peut-être même bien intentionnés, fassent des confusions extrêmement regrettables. En tout cas, c'est vrai qu'il a été particulièrement difficile, je parle au passé, peut-être à tort, encore une fois, tous ceux qui étaient autour de la table tout à l'heure, inciter à la plus grande prudence sur l'évolution des choses quant à ce conflit. En tout cas, il est particulièrement difficile sur ce conflit d'établir la vérité des faits, c'est-à-dire les preuves, les photographies en l'occurrence qui ont été montrées pour accréditer l'idée d'une famine généralisée à Gaza. Ces photographies, il était extrêmement difficile de montrer qu'elles faisaient référence à autre chose, à d'autres maladies. Ce n'étaient pas des enfants morts de famine. Si vous dites ça, c'est le travail journalistique. Vous êtes accusé de minorer les souffrances bien réelles des populations civiles palestiniennes par rapport au crime. Et il ne faut pas avoir peur des mots de l'armée israélienne dans l'enclave. Il peut y avoir crime contre l'humanité et crime de guerre, mais entre crime contre l'humanité et volontairement affamer des gens et génocider une population, il y a quand même toute une série de paliers qui sont pas moins dramatiques. Ce n'est pas retirer de la souffrance aux Gazaouis que de ne pas tout de suite aller jusqu'au bout des mots. C'est d'utiliser les mots qui s'adaptent à une véritable situation. Et retrouver une forme de sérénité pour parler de cela. Mais pour ça, on a besoin d'établir une vérité. Ce atteint est insupportable. Et pour compléter votre parti pris, Ruth, on peut aussi indiquer tout simplement que veillons à ne pas essentialiser les gens. Exactement. En quoi les Français juifs sont-ils comptables de la politique israélienne ? Et même les Israéliens qui manifestent, les Israéliens qui huent Netanyahou, des Israéliens qui se mobilisent, qui ont une vitalité démocratique extraordinaire, même les Israéliens, les lier dans leur généralité à la politique de Netanyahou et au choix de Netanyahou, ça aussi, c'est essentialiser tout un peuple. Même quand le nom de Netanyahou est copieusement hué, on l'a rappelé hier sur la place. Par 400 000 personnes. 400 000 personnes. C'est énorme. François, votre parti pris économique, c'est un cocorico. C'est un cocorico aujourd'hui. En matière économique, c'est pas si fréquent. Non. Ces derniers mois, cocorico, Philippe Aghion, prix Nobel d'économie. Non, une très belle nouvelle, 5e prix Nobel français, après Gérard Debreu, Maurice Allais, Esther Duflo et auparavant Jean Tirole. En réalité, le prix Nobel 2025 a été partagé en deux. Entre d'une part, Joël Mokyr, c'est un Américain, et puis de l'autre, Philippe Aghion est l'un de ses collègues d'il y a un moment. Philippe Aghion, on le connaît très bien ici, vous l'invitez régulièrement, c'est l'un des plus brillants économistes français, de tendance, je dirais, sociale-libérale. Il est notamment professeur au Collège de France, à l'INSEAD, et puis à la fameuse London School of Economics, qui, comme son nom l'indique, est à Londres. Il a été conseiller de Macron. Bon, c'est faire plus d'honneur à Emmanuel Macron qu'à lui de le rappeler, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le président ne l'a probablement pas beaucoup écouté ou pas assez. 3 lauréats, donc, qui se sont intéressés à l'innovation et à son impact sur la croissance. Mokyr, lui, a réalisé des travaux absolument passionnants pour essayer de comprendre pourquoi le capitalisme et la croissance longue étaient nés en Europe et pas en Chine, par exemple, qui avait été extrêmement innovante. Le papier a été inventé en Chine, etc. Et Mokyr arrive à cette conclusion que, au fond, c'est l'esprit des Lumières qui est un déterminant fondamental de l'économie, parce que ça diffuse la culture scientifique, technologique, ça permet aux gens de comprendre les phénomènes technologiques, donc de les utiliser, donc de les améliorer. Et de leur côté, Aghion et son compère ont fait des travaux corollaires sur
la destruction créatrice. Vous savez, c'est un concept qui a été inventé par Schumpeter au début du XXe siècle. Et vous êtes un de ceux qui l'expliquait le mieux. Écoutez, et en tout cas, c'est un phénomène absolument passionnant. Futur prix Nobel, vous voulez dire? Loin s'en faut. Bon, la destruction créatrice, au fond, c'est cette espèce de jaillissement de l'innovation qui génère de la productivité. Par exemple, on invente le téléphone. Bon, le téléphone portable, c'est vrai que ça permet à bon nombre de travailleurs de produire plus de richesses. Donc le niveau de vie s'élève, le niveau de redistribution augmente, mais dans le même temps, on rajoute des objectifs photo. Eh bien, de fait, ça tue complètement l'industrie de l'appareil photo. Ces Kodak, etc., ont disparu parce que, au fond, pour rien et pour tout, nous prenons maintenant une photo sans avoir besoin de ces lourds boîtiers qui étaient auparavant. Donc, destruction créatrice, c'est la même chose, par exemple, pour la visioconférence. Bon, c'est quelque chose de très pratique, mais finalement, c'est un concurrent d'Air France. Si vous faites une réunion par visio, vous ne prenez pas l'avion. Donc, création de valeur pour celui qui n'a pas besoin de perdre un jour à se déplacer, mais destruction de valeur chez Air France. Et alors, Philippe a réussi à formaliser un modèle qui permet justement d'analyser ce phénomène et puis d'ajuster les politiques économiques, c'est-à-dire de mesurer la quantité de subventions qu'il faut investir dans tel ou tel endroit. Et puis aussi, c'est sa particularité par rapport à Schumpeter, il s'intéresse aux victimes. Il dit les fabricants d'appareils photo, il faut bien s'en occuper. Ou bien les salariés qu'Air France va licencier lorsque tout le monde sera en visio. Et c'est justement très caractéristique de sa pensée, cette espèce de balancement entre l'économie et puis ses dimensions sociales, je dirais. Tout le message est là. Ces forces, elles sont violentes, elles sont cruelles, mais il ne faut pas les ralentir parce qu'elles sont la source de la croissance. Il faut justement tâcher d'atténuer les effets négatifs. Message particulièrement utile aujourd'hui, alors que la machine à débiter des bêtises tourne à plein régime, chez nous et ailleurs, où on invente des taxes absurdes. Philippe Aghion est d'ailleurs l'un des économistes qui s'est illustré dans la critique de la taxe Zuckman. Il a fait une tribune dans Le Monde il y a quelques semaines qui était cristalline, ou tout à fait nourrie d'exemples similaires. Il expliquait que, en gros, ça ne marcherait pas à la hauteur prévue et que de surcroît, ça aurait des inconvénients très graves. Alors, c'est d'ailleurs une recommandation qui ne vaut pas que pour la France. D'ailleurs, le comité Nobel, c'est très intéressant, il a souligné dans la façon dont, au moment où il a remis les prix, je cite, les menaces pesant sur le processus de fabrication de la croissance longue. À quoi pensait-il ? La domination sans partage d'entreprises ultra puissantes, qui évidemment asphyxie l'innovation. Si vous êtes en position d'abus dominante, bien sûr, vous ne laissez pas les autres émerger. À cause de restrictions frappant la liberté académique. Les universités, notamment aux États-Unis, qui se voient certains champs interdits, celui du climat notamment, à cause de groupes d'intérêt qui veulent freiner l'innovation, à cause de l'essor du complotisme et de la pseudo-science. Là encore, il suffit d'écouter le ministre de la Santé aux États-Unis qui nous parle des vaccins pour comprendre qu'il y a là une vraie menace. Tout ça pour dire que le message, au fond, à la fois du Nobel et de Philippe, qu'on félicite chaleureusement de cette récompense extrêmement prestigieuse, eh bien c'est que la croissance est un combat et qu'il ne faut pas le lâcher. Exactement. Bravo en tout cas d'avoir porté l'excellence française au pinacle, cher Philippe Aghion. Il sera avec nous demain soir. Ce sera un plaisir encore supplémentaire de le recevoir. Abnous, votre parti pris international. On vous a tellement souvent entendu critiquer Trump, mais et le mot pas tout le temps. Faible. Non, mais souvent. Vous n'avez pas hésité à sortir la sulfateuse, pardon pour l'expression. Oui, c'est vrai. Sur bien des aspects. Aujourd'hui, vous montrez que vous n'avez pas l'esprit de système. Non. Vous dites, bien joué, Monsieur Trump, mais vous le dites en américain. Bah oui, parce que je m'excuse devant les téléspectateurs qui vont écrire en disant mais on est en France, etc. Là, on parle d'un Américain et c'est du bon boulot d'Américain et en l'occurrence de Trump. Et effectivement, si je l'ai régulièrement critiqué, c'est que les erreurs géographiques récurrentes, ça y confond systématiquement l'Arménie et l'Albanie, par exemple. Donc il parle de la guerre entre l'Albanie et l'Azerbaïdjan qui n'arrive pas à prononcer, donc ça donne Azerbaïdjan, c'est complètement incompréhensible. Les guerres qu'il a résolues, alors que, en l'occurrence, le Rwanda et l'Égypte qui pensent en guerre,
ont un différend diplomatique autour de le barrage Renaissance. Enfin, les dirigeants mondiaux qui confondent aussi. Quand vous l'entendez parler de géopolitique et du reste du monde, hors des frontières américaines, vos bras, vos jambes, tout vous en tombe. Mais voilà, il a atterri ce matin à Tel Aviv. Il est passé au-dessus du message « Thank you » écrit sur la plage de Tel Aviv. Il est arrivé à l'aéroport Ben Gurion. Il a été accueilli par le Premier ministre Netanyahou et le président Herzog. D'ailleurs, il aurait dit à Netanyahou dès qu'il lui a serré la main, c'est une grande journée, peut-être votre meilleur jour. Sympa. Il a tout de suite donné l'ambiance. Et puis il y a eu l'accueil spectaculaire à la Knesset, où 2 minutes de standing ovation quand même, où il s'est adressé donc au Parlement israélien. Mais avant, il y a eu ces mots du président de la Knesset. On écoute. What the world needs now are more leaders who are brave, resolute, strong and bold. The world needs more Trumps. Il adore. Là, il est au paradis, notre ami Trump. Ensuite, il a rajouté le président de la Knesset. Pourquoi, en gros, le monde de la paix, l'avènement des accords d'Abraham qui ont élargi le cercle de la paix dans notre région, les 2 accords historiques qui ont amené nos chers otages à la maison et sauvé d'innombrables vies, jusqu'à la frappe décisive sur le problème nucléaire iranien. C'est pas si sûr que ça ait été si décisif, mais quand même. Donc tout ça, et de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il n'y avait même pas besoin que les autres parlent, parce que Trump allait prendre la parole et expliquer pourquoi il était tellement génial et que ce qu'il avait fait, voilà ce que ça allait donner. On écoute le président Trump à la Knesset. This is not only the end of a war, this is the end of an age of terror and death and the beginning of the age of faith and hope and of God. It's the start of a grand concord and lasting harmony for Israel and all the nations of what will soon be a truly magnificent region. I believe that so strongly. This is the historic dawn of a new Middle East. Bon, il s'arrête jamais. Voilà, les adjectifs. Non, mais c'est du pur lyrisme. C'est, disons, du pur narcissisme trumpien. Je pense que ça va bientôt rentrer dans le dictionnaire. Ça va être une expérience courante. Attention, tu fais du narcissisme trumpien. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il a réussi là où personne n'a réussi. Il a réussi à faire rentrer tous les otages vivants en une matinée, donc les 20 otages vivants qui restaient prisonniers à Gaza. Le cessez-le-feu tient depuis le 11 octobre 2025 et les négociations ont abouti après des mois d'impasse. Et quand je dis d'impasse, c'est une réalité. Vous savez, pour Trump, il n'y a que le business qui compte, c'est tout. Et donc, il ne réagit qu'à l'idée d'un deal gagnant. Oui, c'est vraiment la soirée well done, plein d'anglicisme et tout. Et s'il faut lâcher Netanyahou un jour parce que c'est un caillou dans sa chaussure, il le fera. Même si, quand même, il a demandé son immunité, parce que bon, ils sont comme chez lui partout, hein, donc il est en Israël, et puis il arrive, il dit, dis donc, je cite cigares et champagne, qui diable se cite ça, référence aux affaires de corruption de Netanyahou, puis il balance ça comme ça, genre tranquille, vous avez foutre la paix, quoi. Mais vraiment, il le dit sur ce ton. C'est ahurissant. Le mélange des genres. Le mélange des genres, mais il n'empêche, sa grande qualité à Donald Trump, et j'aimerais bien avoir sur ce détail-là un président comme ça, c'est qu'il s'est mandaté. Il a choisi les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, et il sait mettre la pression. Et ça, quand il met la pression, et il sait la mettre sur les bonnes personnes. Et en l'occurrence, c'est qu'évidemment, il a choisi Steve Witkoff, qui est un promoteur immobilier, un de ses grands copains, mais surtout son gendre, l'artisan des accords d'Abraham, Jared Kushner, qui est aussi proche de MBS. Donc pour moi, à chaque fois, quand il est là, c'est un peu MPS de Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien. Il y a Trump et MS dans la même pièce. Parce qu'il a trop d'intérêt en Arabie Saoudite pour se permettre. Et qu'est-ce que nous avons appris ? Donc on apprend au fur et à mesure comment les accords sont passés, que l'accord a pris forme dans la villa de 32,2 millions de dollars de Jared Kushner à Indian Creek à Miami, surnommé le bunker des milliardaires, que Kushner et Steve Witkoff ont établi ce que le Daily Mail appelle un centre de commandement diplomatique. Les deux envoyés, après avoir commencé à tout gérer à Miami, se sont déplacés en Égypte pour finaliser l'accord. Un responsable américain a révélé qu'ils avaient dormi seulement 5 heures en 3 jours. Non mais là, je vous fais vraiment le film américain, quoi. C'est pour ça que je vous dis c'est so American. Les négociations se sont déroulées pendant 20 heures consécutives à donc Sharm el-Sheikh, où vous avez le sommet de la paix aujourd'hui, qui se tient à l'instant même. Witkoff a raconté à CBS News comment l'accord s'est finalisé. Et là, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. On a l'impression vraiment d'être dans un film. Nous avons commencé à avoir des percées très sérieuse, qui est un peu comme Trump, faut qu'il en rajoute, concernant toutes ces questions. Les gens sont devenus plus malléables. On pouvait le voir alors que nous construisions la confiance. La nourriture arrivait, nous échangions des idées.
Et là, vous voyez la table avec pleine de nourriture et en train de dire au-dessous d'un plat, on parle mieux. Et un élément crucial a été révélé aussi. Witkoff et Kushner auraient rencontré les dirigeants du Hamas la semaine précédente pour arriver en ayant déjà pris contact. Witkoff aurait dit à Khalil al-Aya, le négociateur du Hamas, que Trump soutenait le plan en 20 points, qui ne permettrait pas à Israël de reprendre la guerre à la seule condition qu'ils signent, et que sinon la guerre serait totale et leur destruction assurée. La pression donc exercée par les bonnes personnes au bon moment. Il n'empêche, nous pouvons que nous réjouir de la libération des otages et de la fin de la guerre. Donc well done Trump. Well done Trump. François ? Bien sûr. Ce discours était... Honnêtement, alors enfin, Abnous a parfaitement dosé son compliment. Il y a des choses ridicules là-dedans, Totalement. mais c'est éblouissant. Pardon ? C'est éblouissant. Alors, parce qu'on pourrait vous dire pourquoi ne l'a-t-il pas fait plus tôt ? Mais parce que la bonne pression au bon moment avec les bonnes personnes. Et puis, parce que la Ligue arabe s'est ralliée aussi. Que la pression militaire d'Israël a été un élément important. Exactement. Et que vous ne pouvez pas réussir une opération comme celle-là si vous n'avez pas tous les ingrédients. Peut-être aussi la partie jouée par Macron, je ne sais pas. Je crois que c'est sa relation avec le Qatar et ce qu'il a pu faire avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis. Et le rôle de Witkoff et de Jared Kushner. Surtout Jared Kushner. Incroyable, qui sont des hommes d'affaires, qui font d'ailleurs du business en même temps, dans des conditions de conflit d'intérêts très contestables. Mais, et pour moi, pour la première phase, franchement, chapeau. Et l'erreur de Netanyahou d'avoir bombardé le Qatar, qui est allié à Oui, bien sûr, c'est tout à fait. Mais comment une erreur a pu être transformée en or, entre guillemets, puisque c'est comme ça qu'il a pu imposer aussi à Netanyahou, puisqu'il avait fait une faute qu'il a dû reconnaître. Il l'a eu aussi là-dessus, plus que expliquait très bien Bruno Tertrais, c'est-à-dire l'épuisement de toutes les parties. Mais ce qui était extraordinaire dans ce discours, c'est qu'effectivement, ça allait dans tous les sens. Il a parlé de sa fille qui était là, qui s'était convertie au judaïsme, il a parlé. Il a effectivement apostrophé le président Herzog en lui disant vous allez la corruption c'est pas ça, c'est pas des cigares et des je sais pas quoi et du champagne et des cigares, vous allez le gracier, ça n'a aucun sens. Enfin, il a parlé de non, il a répondu au chef de l'opposition en disant elle est sympa cette opposition de votre pays, elle est sympa, alors qu'il avait été sifflé 24 heures avant. Enfin bon, il a fait applaudir 25 fois Netanyahou, donc évidemment il était content et il a failli réussir à faire venir Netanyahou cet après-midi à Sharm el-Sheikh, ce qui était très important, ce qui aurait été une bonne chose, parce que ça aurait été la première fois que tous ces gens se retrouvaient. On aurait pu peut-être que Trump va lui en vouloir de ne pas l'avoir suivi et qu'on aura alors apparemment, ce sont les Turcs, les Irakiens, les Espagnols qui n'ont pas voulu, et Netanyahou qui était bien content. Mais on aurait pu avoir quelque chose d'incroyable, type Oslo, une rencontre, etc. Bon. Mais donc, ce qui est fou, c'est que il y a une forme de folie. Nous, les rationnels, on dit c'est pas possible. Et puis lui, il dit si, c'est possible. Et c'est une forme de message d'espoir sur rien n'est impossible, même en étant un peu fou face à des gens qui raisonnent de façon. Alors après, c'est la phase 1. Non, tout à fait. On a bien vu pour la tout au long de l'émission la phase 1, à quel point la prudence s'imposait. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.